Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Rencontre ce dimanche en Chine du président ivoirien et du premier ministre chinois. Alassane Ouattara et Li Qiang se sont entretenus sur le renforcement de la coopération entre leurs deux pays, la Chine et la Côte d'Ivoire. La rentrée des classes 2018-2019 se prépare. Les inscriptions en classe de maternelle et de CP1 s'ouvrent demain lundi et vont courir jusqu'au vendredi 7 septembre. Pour les collégiens et les lycéens, les inscriptions ont commencé depuis le mois de juillet et prennent fin le 8 septembre. Dans le domaine de la téléphonie mobile, l'opération de portabilité entre dans sa phase active à partir de demain, lundi 3 septembre. Elle va permettre aux abonnés mobiles de pouvoir changer d'opérateur tout en conservant les mêmes numéros de téléphone. « 300 millions de dollars, soit plus de 160 000 milliards de francs CFA d'aide promis au Pakistan, risquent d'être réaffectés par le Pentagone. Washington accuse Islamabad de ne pas soutenir la stratégie américaine dans la lutte contre les groupes insurgés dans la région. Merci d'être des nôtres sur RTI 1 ce dimanche soir. Il poursuit sa visite d'État en République populaire de Chine. Ce dimanche 2 septembre, le président Alassane Ouattara a une rencontre avec le Premier ministre chinois. Il a été question du renforcement de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Un volet culturel dans cette visite en terre chinoise. Aujourd'hui dimanche, le chef de l'État et la première dame de Côte d'Ivoire ont visité la Grande Muraille de Chine. Fijanaïma. Vestige de l'histoire millénaire de la Chine, la Grande Muraille, que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse sont allés visiter dans la matinée de ce dimanche, est un ouvrage gigantesque bâti au cours de 2000 années par les différents empereurs qui se sont succédés à la tête de l'Empire chinois. Le début de sa construction remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les monarques chinois voulaient de cette manière protéger leur territoire contre les attaques des envahisseurs situés plus au nord de leur empire. C'est un mur construit sur 8851 km et bâti en pierre de roche. Il est haut de 7 à 8 mètres avec une épaisseur de 5 à 6 mètres. Au bas du mur, une allée permettait aux soldats de l'Empire d'être en faction. Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République et son épouse ont visité le tronçon de la Grande Muraille situé au nord de Beijing. Visite culturelle pour le couple présidentiel ivoirien. Le président de la République n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour l'ensemble de cette visite d'État. Vous savez, c'est la première fois qu'un chef d'État ivoirien visite la Chine. Bon, moi, j'en suis personnellement à ma 4e visite depuis mes différentes activités. Mais depuis que je suis président de la République, je suis venu d'abord en 2012 pour une visite officielle et cette fois-ci pour une visite d'État. Visiter la Grande Muraille est un privilège parce que vous savez, c'est une œuvre qui a pris des siècles, qui a des tonnes de pierres, qui comprend des milliers de kilomètres pour la protection pendant donc des siècles. Et c'est quasiment, je crois, 9 millions de visiteurs qui viennent par an, dont 8 millions de Chinois. Et il faut voir cette œuvre pour comprendre l'histoire de la Chine, la grandeur de ce pays et également sa volonté de perdurer à faire ce qui est nécessaire pour la protection de ce grand pays. C'est un lieu chargé d'histoire et la première dame et moi et la délégation, nous tenions à venir ici. La visite d'État commencée le jeudi 30 août s'est achevée ce dimanche 2 septembre. Le lundi 3 septembre s'ouvre à Beijing le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain, une rencontre à laquelle prendra part le président de la République. Sur place en Chine, donc, la journée de demain, lundi 3 septembre, va être marquée par l'ouverture du sommet Chine-Afrique. Tafiré, dans le département de Niakara, zone nord de la Côte d'Ivoire, a désormais un hôtel de ville. Ces nouveaux locaux des services de la mairie ont coûté 140 millions
de francs CFA. Ils ont été inaugurés ce samedi par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Charles Tatou. Tafiré, dans le département de Niakara, fait partie des localités ferroviaires du pays. Ici, une forte population rurale, très active dans diverses activités commerciales et agricoles. Pour donner à la petite ville un visage de commune de plein exercice, les autorités municipales viennent de l'équiper en hôtel de ville digne du nom. Une réalisation financée avec l'appui du gouvernement à hauteur de 140 millions de francs CFA. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, anciennement en charge des affaires intérieures et de la sécurité, très imprégné du dossier de cette réalisation. Normal donc de venir en personne à Tafiré pour l'inauguration de cet édifice. Une cérémonie riche en sons et en couleurs. Si la préfecture ou la sous-préfecture est la maison de l'État, la mairie, elle, est liée à la vie quotidienne du citoyen. À la suite du maire, le ministre d'État, ministre de la Défense. Entre les Koyaka et les Tagbana, on s'aime. Et nos parents, ces jeux d'alliance, c'est pour nous montrer que nous sommes le même peuple, des peuples amis. Tout ce qui nous rassemble est bon, comme le RHDP, le rassemblement. Parce que le rassemblement, c'est bon pour chacun de nous et c'est bon pour le pays. Mais la désintégration, la désunion, ce n'est pas bon, ce n'est pas une valeur positive. La cérémonie était aussi pleine de sens avec la participation de plusieurs élus et personnalités venues des autres régions du pays, dont le président du Sénat. Comme le président Alassane Ouattara et Charles Sanga et moi-même, nous sommes des enfants du rail. C'est pour cela que nous disons que nous avons la responsabilité de rassembler large. Qui dit rail, dit cosmopolitisme, dit tolérance, dit fraternité vraie. Dont de véhicules à la gendarmerie locale, coupure du ruban et visite guidée des nouveaux locaux de la mairie ont mis fin à la cérémonie. À Tafiré, comme partout en Côte d'Ivoire, la rentrée des classes 2018-2019 est pour le 10 septembre prochain. Demain, 3 septembre, les inscriptions démarrent pour les élèves en classe de maternelle et de CP1. Quant aux élèves des collèges et lycées, les inscriptions sont en cours depuis le 18 juillet dernier et se poursuivent jusqu'au 8 septembre prochain. Nous sommes Garé et Michel Mambo. Lundi 3 septembre 2018, date retenue pour le début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Des inscriptions qui se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État ivoirien. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école. Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Kouyaté Abdoulaye a également abordé la question des inscriptions en ligne au premier et second cycle. Sur plus de 2 millions d'élèves attendus, seulement 403 730 ont pu s'inscrire à ce jour. Les retardataires ont jusqu'au 8 septembre, date butoir, pour se mettre à jour. Nous incitons, n'est-ce pas, les élèves et les parents à s'inscrire le plus rapidement possible, en tout état de cause. À partir du 8 septembre, nous allons arrêter les inscriptions en ligne. On a commencé les inscriptions assez tôt pour que tout se fasse avant la rentrée, de telle sorte qu'il y a des travaux à exécuter, n'est-ce pas, avant la rentrée, à savoir les listes des classes, les préparations, n'est-ce pas, des emplois du temps.
Et tout ce travail administratif doit se faire pour que la rentrée se fasse. Si cela ne se fait pas, il est évident que cela va jouer sur le début effectif des cours, mais également sur le quantum horaire. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour ce 10 septembre. Parents, élèves, personnel éducatif et corps enseignants sont donc invités à une synergie d'action pour une année scolaire réussie. Les parents doivent être en phase avec l'école pour savoir ce qui se passe à l'école, d'où leur implication dans la gestion de l'école. Quand il y a une relation étroite entre les parents et l'école, l'enfant, n'est-ce pas, a une bonne performance. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité, c'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. Dans l'enseignement supérieur, les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur démarrent demain lundi. Ils sont 44 000 candidats pour 33 filières. Le collège de Tienkwakro, c'est dans le département de Koumfao, a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un collège de proximité construit par le conseil régional du Gontougo afin de renforcer les dispositifs d'accueil de la région. Le reportage est signé Herman Niamia. La réalisation du collège moderne de Tienkwakro dans le département de Koumfao, inauguré officiellement ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est la matérialisation de l'engagement du conseil régional du Gontougo de doter chaque sous-préfecture de la région d'un collège de proximité. À travers la construction du collège moderne de Tienkwakro, qui porte désormais à 5 le nombre de collèges de proximité construits dans la région, le conseil régional du Gontougo veut rapprocher les structures de formation des apprenants afin de freiner les grossesses en milieu scolaire et aussi les mauvais résultats scolaires. Les élèves, surtout les jeunes filles, lorsqu'elles sont éloignées de leurs parents, elles ne peuvent plus tenir le coup. Elles n'ont pas la possibilité de trouver à manger pour faire face à leurs besoins quotidiens. Elles sont obligées d'abandonner l'école. Le parrain de la cérémonie, le ministre Akawele, qui a lui-même une bonne expérience des collèges de proximité, parce qu'étant le président du conseil régional du Sud-Komoué depuis plusieurs années, n'a pas manqué d'encourager ce genre d'initiative. Aujourd'hui, les enfants entrent en 6e à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, donc sont trop jeunes pour les éloigner de leurs parents. Donc, une des conditions pour espérer que ces enfants fassent de bonnes études, c'est qu'ils soient dans leur milieu jusqu'à un certain âge avant de s'en éloigner. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, le collège moderne de Tienkwakro dispose de 3 bâtiments de 3 salles de classe chacune et d'un bâtiment administratif. Depuis son ouverture en 2016, cet établissement d'un effectif de 261 élèves a obtenu de bons résultats scolaires. En fin d'année, le niveau 6e a enregistré un taux d'admission de 80% et 79% pour le niveau 5e. Malgré ces résultats satisfaisants, le collège est confronté à des difficultés. L'école est encore inachevée, nous n'avons pas d'électricité, ce qui crée un problème énorme pour le traitement des textes. Il n'y a que 3 professeurs bivalents. 3 professeurs bivalents, même si on considère que chacun fait 2 matières, les autres matières ne sont pas enseignées. Nous sommes obligés de faire appel souvent à des vacataires et vous comprenez que cela coûte vraiment cher. Le président du conseil régional du Gontougo souligne que d'autres actions seront encore menées afin de faciliter le bon fonctionnement de cet établissement. Dans le domaine de la téléphonie mobile, il est désormais possible de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. À compter de demain lundi, la portabilité entre dans sa phase active pour une amélioration des services proposés par les opérateurs. Mahama Traoré. La téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, c'est plus de 32 millions d'abonnés répartis entre 3 opérateurs. Dès ce lundi 3 septembre, il sera désormais possible pour chacun de ces abonnés de changer d'opérateur, mais tout en conservant son numéro. Cette opération, dénommée la portabilité, est conduite par l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire. La qualité de service est souvent décriée. Ceux qui le signalent, c'est parce qu'ils sont peut-être dans des réseaux qu'ils trouvent mauvais. Mais comme ils peuvent changer, tous les opérateurs ne sont pas les mêmes. Comme ils ont le droit de changer, ça veut dire qu'il y aura, je pense, moins de plaintes. Et aussi, les opérateurs seront obligés de faire plus d'efforts pour être à de bons niveaux, et de sorte que les consommateurs soient toujours satisfaits. Changer d'opérateur, mais à quelles conditions? Qu'il soit abonné prépayé ou post-payé,
L'abonné doit au préalable être identifié, avoir reçu ou émis des appels et des SMS depuis plus de 60 jours, ne pas avoir changé d'opérateur lors des 60 derniers jours ou encore ne pas être en contentieux pour impayé avec l'opérateur dont on souhaite se séparer. Le délai, normalement, vous avez 24 heures pour pouvoir réaliser l'opération. Mais une fois que tout le process est quasiment achevé, disons en 1 heure de temps, normalement, vous pouvez réaliser disons, l'opération et être en portage. Hormis le montant de la carte SIM du nouvel opérateur, la portabilité ne coûtera rien à l'abonné. Mais nous allons insister pour que les opérateurs fassent de sorte qu'on puisse identifier. Donc il va y avoir peut-être des SMS ou des messages en ligne, des informations qui permettront à ces utilisateurs-là de savoir où ils se trouvent. La RTCI rassure également que tout numéro de téléphone porté conserve le compte Mobile Money associé et le solde disponible. Les élections locales du 13 octobre se préparent. Après la phase du dépôt des dossiers de candidature, la Commission électorale indépendante déroule les étapes suivantes. Le secrétaire permanent adjoint de la CEI était l'invité du magazine de ce dimanche. Nous vous proposons un extrait de son entretien avec Hamza Diaby. Nous sommes en ce moment en train d'étudier les dossiers que nous avons reçus. Nous faisons d'abord une étude par rapport à l'informatique. Donc ça va dans la salle informatique, on scanne tous les documents. Ensuite, nous faisons une analyse physique des dossiers. C'est-à-dire que nous essayons de voir tous les éléments du dossier s'ils correspondent. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez un dossier, vous devez savoir que la loi prescrit que pour un conseil régional ou pour un conseil municipal, les ascendants ou les descendants au premier degré, les frères et sœurs, les époux, ne peuvent pas figurer sur la même liste d'un conseil. Il faut donc que nous puissions regarder de près ces éléments. Et c'est tout ce temps que nous prenons pour regarder ces éléments. Donc après l'étude, parce qu'à ce jour, nous avons reçu 685 dossiers pour les municipales et 89 dossiers pour les régionales. Pour 201 communes, 685 dossiers. Et lorsque je dis 685 dossiers, il s'agit de paquets de dossiers, parce que le plus petit chiffre pour un conseil municipal, c'est 25 membres. Et donc, nous regardons minutieusement ces documents. Et après cette analyse des documents, l'étape qui reste, ce sera la publication de la liste des candidats retenus. Prévu le 7 septembre. Prévu le 7 septembre. D'accord. Et une fois que nous avons publié la liste des candidats retenus, s'ouvre une période de contentieux. Ceux qui ne seraient pas satisfaits du traitement qui aurait été réservé à leur dossier peuvent saisir la Cour suprême. Ensuite, nous passerons à une autre étape maintenant, l'organisation du scrutin avec les formations qui précèdent et avec la convocation des membres des bureaux de vote. D'environ 20% en 2011, le taux de couverture en électrification rurale de la région de l'Indénié-Dioablin a dépassé aujourd'hui la barre des 95%. Un taux de couverture que le Conseil régional veut pousser à 100% avant 2020. Des chiffres rendus publics lors de la mise sous tension du village de Amon-Koukro, c'est dans le département d'Abengourou. Mamadou Kwasi. Déscolarisé depuis 5 ans, Richard s'est trouvé comme activité principale la coiffure. Une activité qu'il exerce dans son village, à Amangouakro, dans la sous-préfecture d'Annesué. Depuis quelques jours, les activités de Richard connaissent une évolution. Avant, je coiffais à la lame. Maintenant, comme le courant est venu, je suis passé à la tondeuse. Je constate que la tondeuse, ça passe vite. La connexion de ce village au réseau électrique national est un axe de développement qui profite à toute la population de ce village du département d'Abengourou. Avant, on ne devait pas ce ventilateur, mais aujourd'hui, là, ça passe. On n'a plus de problème à charger les téléphones. En tout cas, c'est bien. La cérémonie de mise sous tension de ce village s'est déroulée en présence du ministre Pascal Kwaku Abina, président élu du conseil régional d'Indénié-Dioablé. Sa présence pour marquer la réalisation d'un rêve vieux de plus de 60 ans. À l'occasion, il a rappelé les actions de développement menées dans la région de l'Indénié-Dioablé grâce au président de la République, Alassane Ouattara. On a construit les écoles primaires, les écoles maternelles. En 5 ans, on a construit 5 collèges de proximité
nous avons offert plus de 12 ambulances dans les centres de santé et même à l'hôpital général de Bétier, d'Aïmblekro et au CHR d'Abangourou. Je crois qu'on peut applaudir son Excellence le Président de la République. Le ministre Pascal Kwaku Abina souligne que la connexion de ce village au réseau électrique national améliore le taux de couverture qui est de plus de 95%. Au moment où j'arrivais à la tête de la région, les villages qui étaient électrifiés, ça faisait moins de 20% de tout le total des villages de la région. Au moment où je vous parle, nous sommes à un taux de couverture de 95%. Il reste quelques villages où les travaux sont en train d'être faits. Après l'électrification rurale, suivront d'autres activités prises en compte par le conseil régional en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Les populations satisfaites des projets ont traduit leur reconnaissance au ministre Pascal Kwaku Abina, président élu du conseil régional d'Indéné-Dioablé, ainsi qu'au président de la République Alassane Ouattara pour les actions de développement dont bénéficie leur département. Des sentiments exprimés à travers des pas de danse du terroir. Grand rassemblement politique à la place de la grande mosquée de Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, de la région du Haut-Sassandra, ont exprimé leur adhésion au parti unifié. Ghana Konaté. Réunis à la place de la grande mosquée de la cité des Antilopes, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sont sortis nombreux pour manifester leur adhésion au parti unifié et à son président Alassane Ouattara. Les différents intervenants qui se sont succédés ont entretenu les militants sur l'actualité du parti. On sait ce que la guerre ethnique a amené dans notre pays. Pour Alassane Ouattara, aucune ethnie en Côte d'Ivoire seule ne peut gouverner ce pays. Et d'ailleurs, un pays qui se veut moderne ne peut pas être gouverné sur la base ethnique. Moi, je suis Bété, et Bété de Guibérois. Mais je suis RHDP et je suis fier d'être RHDP. Parce que au RHDP, c'est le creuset de la paix. C'est la stabilité pour la Côte d'Ivoire. Chers mamans, chers jeunes, vous devez être fiers de dire que vous êtes RHDP. Pour Lansine Diaby, parrain de l'événement, le RHDP est la seule alternative pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Un message bien compris par les militants. Le RHDP unifié, c'est la paix, c'est la cohésion. Et je pense qu'avec le RHDP unifié, nous aurons encore beaucoup de choses à recevoir comme bien fait dans ce pays. Nous sommes sortis nombreuses, vraiment pour dire merci à Alassane Ouattara. Quand on dit des partis unifiés, c'est l'union, la cohésion entre les enfants de la Côte d'Ivoire. On a dit qu'un pays n'est beau que par la variété effectivement de ses ethnies. Et au RHDP, vous avez toute la preuve qui a été aujourd'hui fournie. Concernant les échéances électorales à venir, les cadres du RHDP ont appelé les militants de la région du Haut-Sassandra à la mobilisation pour les élections municipales et régionales d'octobre prochain. Les chrétiens catholiques ivoiriens ont effectué le pèlerinage à Fatima et à Lourdes en France. Ils étaient des centaines à pouvoir se rendre dans les principaux centres mondiaux affectés au culte marial grâce à un financement de l'État de Côte d'Ivoire. Hervé Blé. Le pèlerinage catholique du mois d'août, avec ses découvertes et son parcours de plus de 2500 km, n'aura pas dérogé à la règle du circuit marial. On va au pèlerinage pour prier. Et les lieux que nous visitons, c'est des lieux qui sont marqués par la présence d'une divinité. Le sanctuaire Notre-Dame de Fatima, lieu des 6 apparitions de la Vierge Marie aux 3 petits bergers en 1917, à Justrel, leur village Santarém, le lieu de miracles eucharistiques où l'on rapporte que le Seigneur fut visible, Nazareth, au programme de ces étapes du Portugal, entre autres processions mariales, prières personnelles ou spéciales pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans ce sanctuaire consacré au Très Saint Sacrement, nous prions Dieu de bien vouloir avoir pitié de nous et nous faire grâce de sa paix. Ça a été un moment d'intense prière
de prière pour nous-mêmes, prière pour nos parents, prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cap ensuite sur Lourdes via Burgos. Chaque année, près de 6 millions de pèlerins prient au plus grand centre de pèlerinage catholique français, édifié là où l'Immaculée Conception apparut à Bernadette Soubirous en 1858. Ici, les pèlerins ivoiriens assistent à la messe internationale de l'Assomption avant de visiter Nevers, le lieu de naissance de Bernadette Soubirous, où repose son corps intact dans la chapelle Saint-Gildard. Ce sera ensuite Lisieux, sur les pas de Sainte Thérèse canonisée en 1925. Quand on marche sur les pas de la Vierge Marie, avec toutes ces explications, on est convaincu de ce que la Vierge Marie est à nos côtés au quotidien. Et je profite de votre micro pour remercier le président de la République qui a bien voulu autoriser, accorder ce pèlerinage. Ça a été une très belle expérience et j'irai porter tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu et partager toutes les grâces que j'ai reçues à mes proches. La Direction générale des cultes nous a confié un certain nombre de pèlerins. Il fallait les mettre dans les meilleures conditions pour se tourner vers Dieu et prier de tout leur cœur. C'est dans un élan commun que tout le monde a prié pour la Côte d'Ivoire et c'est notre satisfaction. Au total, 14 jours de communion vers l'intimité de Jésus-Christ que ne manqueront pas de rappeler aux pèlerins les parchemins reçus, un cheminement qu'ils n'oublieront pas de sitôt, soutiennent-ils tous en cœur. Dans l'actualité internationale de la semaine, ce lundi 27 au Burkina Faso, une double attaque contre une brigade de gendarmerie a fait 7 morts au sein des forces de sécurité intérieure. Ce dimanche, les États-Unis ont annoncé le retrait de 300 millions de dollars, soit plus de 160 000 milliards de francs CFA d'aide promis au Pakistan. Le 7 sur 7 est proposé par Sidonie Davila. Au Burkina Faso, 7 membres des forces de sécurité intérieure ont trouvé la mort lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Pama dans l'est du pays, dans la nuit du lundi. Cette équipe composée de gendarmes et de militaires en route pour secourir le poste de gendarmerie de Pama est tombée dans une embuscade. C'est la deuxième fois en quelques semaines que les forces de sécurité burkinabè sont ciblées. Après 15 mois passés au gouvernement, le ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, présente sa démission mardi à la surprise générale. Invoquant une décision mûrie depuis de longs mois, la démission de Nicolas Hulot porte un coup à l'exécutif qui est déjà en chasse d'un remplaçant. Safiatou Lopez, figure de la révolution de 2014 au Burkina Faso, n'est plus libre de ses mouvements. La militante de la société civile a été arrêtée mercredi pour son implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la Maka, selon le parquet. L'assaut a été donné aux environs de 21h30 à son domicile de Ouagadougou par des éléments de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie. Une attaque sur une base militaire de l'armée nigériane a fait au moins 30 victimes jeudi dans le nord-est du pays, non loin de la frontière du Niger. Cette attaque a été revendiquée par le groupe Boko Haram. Équipés de matériel militaire, ces terroristes ont également subi de lourdes pertes. Depuis le début de la semaine, des milices rivales s'affrontent dans la capitale libyenne. Cette reprise de violence intervient après quelques mois d'accalmie. 27 morts et plus de 100 blessés, parmi lesquels des civils. C'est le bilan provisoire produit vendredi. Les gouvernements américains, britanniques, italiens et français condamnent l'escalade continue des violences à Tripoli et aux alentours. Les Mauritaniens ont voté samedi pour le premier tour des élections législatives et locales. Plus de 1,4 million d'électeurs pour départager les 98 formations en lice pour les différents sièges en jeu. Après le boycott de 2013, l'opposition compte ratisser large cette fois et ainsi contrecarrer les ambitions d'un troisième mandat qu'on prête au président Abdelaziz.
Les responsables américains accusent les autorités pakistanaises d'ignorer ou même de collaborer avec des groupes islamistes radicaux, dont les talibans afghans. Pour cela, l'armée américaine veut réaffecter 300 millions de dollars promis jusqu'à présent au Pakistan. Cette décision du Pentagone doit être validée par le Congrès. Et c'est là que prend fin ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée sur RTI 1 et bonne reprise demain lundi.